Voilà, merci. Bonjour à tous. Yoko Mishima, qui est un écrivain japonais, cite dans son roman Le Pavillon d'or un passage de l'éclairement populaire du Enzaikuru, qui est un des 3 courants du bouddhisme zen japonais, comme motivant son personnage principal à passer à l'acte en incendiant un temple cher à son cœur. Si tu croises le Bouddha, tue le Bouddha. Si tu croises ton ancêtre, tue ton ancêtre. Si tu croises un disciple du Bouddha, tue le disciple du Bouddha. Si tu croises tes pères et mères, tue père et mère. Si tu croises ton parent, tue ton parent. Alors seulement tu trouveras la délivrance, alors seulement tu esquiveras l'entrave des choses et tu seras libre. Ce court texte n'est pas sans nous renvoyer au sujet qui est le nôtre aujourd'hui. L'acte dicté est celui du meurtre, dans une lecture romanesque de la nécessité de se séparer symboliquement pour exister. Quant à la liberté, quelle est-elle ? Pour Lacan, psychanalyste qui a réintroduit Freud en France dans les années 50, seul le fou est libre. Le fou dispose seul de la liberté car il est désarrimé au lien social. Si nous considérons l'acte posé dans un délire, la signification délirante, qui donne du sens à l'acte, se construit sur un éprouvé de non-sens, sans recours possible au sens commun. La liberté se construit-elle sur l'éprouvé du non-sens ? Dans la société, la demande d'aide active à mourir est généralement abordée sous l'angle de la demande émanant de l'individu, atteint d'une maladie incurable, et sous le prisme des notions d'autonomie et de liberté. L'analyse des données de la littérature médicale ramène un matériel relativement pauvre concernant la demande des proches. L'expérience clinique, à contrario, nous permet de convenir que cette demande est relativement fréquente comparativement à celle des patients. Elle est pourtant peu étudiée dans sa fréquence, sa genèse, ainsi que dans ses modalités et la temporalité de sa formulation. Certaines études s'intéressent au positionnement des proches face à une décision de non-engagement de soins, en analysant les positions de la famille face aux décisions médicales. D'autres, menées autour de la demande à mourir formulée par les proches, font état de l'épuisement physique et psychologique des familles, et cela quel que soit le moment d'apparition de cette demande, sans pour autant approfondir l'analyse de cette souffrance. L'histoire familiale semble influer sur cette demande. Ainsi peuvent être repérées, comme favorisant cette demande, les expériences passées de décès dans des conditions dramatiques et, dans le cas de la maladie cancéreuse, la répétition transgénérationnelle de la maladie, comme témoignant d'un défaut familial. La question de la promesse faite à son proche peut aussi intervenir, en apparence, comme motivation de la demande de mort. Lorsque la demande de mort du patient est couplée à celle de sa famille, cette demande s'en trouve renforcée. Des études révèlent que la demande est souvent la conséquence d'une mauvaise prise en charge de la douleur ou des symptômes. Dans une revue de la littérature qui porte sur 66 études qui s'intéressent à la pratique légalisée de l'euthanasie aux Pays-Bas, seules 14 études décrivent l'implication des membres de la famille dans le processus. Elle montre que les membres de la famille sont complètement impliqués à différents niveaux de la pratique néerlandaise de l'euthanasie. Et les résultats révèlent comment les considérations sur les membres de la famille et le contexte social semblent avoir beaucoup de poids pour les patients et les médecins lors de l'examen de la demande d'aide active à mourir. La revue montre aussi comment la participation active des membres de la famille à la prise de décision peut provoquer des situations ambivalentes et critiquables d'un point de vue éthique. Mais quelle est réellement cette demande ?
est-elle bien celle que nous entendons? La plupart du temps, cette demande est formulée en termes sibyllins, mais fortement évocateurs. Il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas qu'il souffre. Il faut que ça aille vite, docteur. Ne pourrait-on accélérer? Formulée généralement en l'absence du premier intéressé, dont l'opinion apparaît comme reléguée au second plan, bien qu'étant l'objet de la compassion de ses proches. Formulée aussi, plus fréquemment, dans un temps où le corps, le visage de l'autre s'altère, où la relation s'est abîmée. Cette demande de transgression s'adresse à un autre et à un autre soignant. Quel mécanisme la mobilise? Est-elle dans l'ordre des choses, face à l'épreuve, ou bien sous-tendue par des troubles à dimension psychiatrique? S'agit-il de faire cesser une souffrance intense et intenable, de mettre un terme à un travail de détachement déjà effectif et non avouable? S'agit-il, au contraire, de restaurer le pouvoir chez l'autre de donner, de signifier sa présence par le pouvoir de l'acte? Adresser cette demande, est-ce encore à l'heure actuelle une transgression? Plus précisément, adresser cette demande, n'est-ce pas en un certain sens entrer dans la norme paradoxale du rapport occidental actuel au vivant? Rapport au vivant paradoxal en ce qu'il prône la libération de l'usage des corps et le sacré, dans la notion de dignité dédiée à toute vie humaine comme animale. Dans cette direction, nous pourrions même aller jusqu'à nous demander si adresser cette demande, ce ne serait pas adhérer à un discours à la mode dans notre société. En Europe, les médias, les réseaux sociaux, les conversations informelles, les attitudes du corps soignant et médical permettent, voire favorisent de nos jours, la libération de la parole autour de cette demande de mort. Tout est fait pour la présenter comme une revendication naturelle et légitime, se heurtant encore à une attitude réactionnaire du législateur et d'une société arc-boutée sur ses conservatismes. Des mots circulent, sont mis à disposition et peuvent rendre la demande de transgression plus aisée. Doit-on penser, avec Edgar Morin, que la régression de l'espèce et la promotion de l'individu, qui forment un seul et même phénomène, et ont provoqué l'apparition de l'horreur de la mort, de l'inadaptation à la mort, laissent l'homme sans protection contre la mort réelle, ruinant le tabou de protection spécifique, libérant du coup l'appétit de meurtre et l'appel de risque de mort. Au-delà de ces considérations sociétales, cette demande pourrait-elle correspondre à la manifestation de ce que l'on nomme un deuil anticipé, si souvent mis en avant par les équipes soignantes? La définition clinique du deuil anticipé est couplée à celle du prédeuil. Le prédeuil est un travail de réaménagement psychique qui permet de supporter deux réalités opposées, le vécu de séparation d'une part et l'investissement affectif d'autre part, dans le temps de l'accompagnement de son proche souffrant d'une maladie incurable. Le deuil anticipé traduit cet impossible de faire tenir ensemble ces mouvements inverses. Il faut choisir son camp, celui de la vie pour soi, se sauver en quelque sorte. Autrement dit, si le deuil anticipé ne peut supporter l'intrication du vécu de séparation avec celui de l'investissement affectif, il peut à l'inverse faire coexister deux autres types de réalités opposées, la séparation et son refus. En cela, le deuil anticipé est un refus de la séparation qui prend la forme d'un éloignement défensif. Janine Pillot nous propose d'approcher ce concept de deuil anticipé en tenant compte des pertes diverses que traversent les proches. Il y a le deuil d'un destin commun dans l'avenir, le deuil des projets à long terme, le deuil du projet que l'on investissait en cette personne.
La demande d'aide active à mourir pour son proche peut donc très certainement témoigner d'un deuil anticipé. Mais que vient-elle nous apprendre sur celui qui la formule, au-delà de son incapacité à soutenir la relation dans le temps qui dure? Pouvons-nous faire l'hypothèse qu'il y aurait là la manifestation d'un traumatisme induit ou favorisé par des effets d'annonce, annonce d'une mort à venir, représentation propre et effrayante de la maladie grave? Le traumatisme faisant le lit du deuil anticipé ou, de manière différée, produisant un état de stress post-traumatique qui ferait le lit de la demande. La demande d'aide active à mourir permettrait alors la résolution des tensions éprouvées. Nous vous proposons l'hypothèse suivante. Demander une aide active à mourir pour son proche, malade incurable, c'est poser un acte de séparation symbolique, en s'assurant d'être protégé d'un éprouvé de détresse infantile, hors sens, grâce au mouvement d'appel qui s'adresse à l'autre dans la demande. Pour le dire autrement, demander la mort de son proche malade à un tiers, c'est nommer le mouvement de sortie d'un vécu insupportable où fascination et perte des représentations de soi à travers l'autre, menacent la psyché d'un effondrement réel. Demander à un médecin d'accélérer le temps jusqu'à la mort de son proche malade, et déjà en fin de vie, donc de lui donner la mort, c'est viser une restauration de l'appui pris sur l'autre. Quelle drôle d'idée, quelle folie. Procédons pas à pas dans le dépliage de cette demande qui concentre la notion de deuil et d'anticipation dans un temps où la mort du proche n'est pas encore advenue. Surgit ici une logique de détermination du moment du décès, dans une période qui se présente comme indéterminée du point de vue du temps qu'il reste pour se laisser traverser par l'amour et la haine, par l'espoir et la fatigue, la souffrance et les divertissements, la fierté et le sentiment de culpabilité. Le souhait de fixer le moment de la mort de l'autre s'impose. Celui qui adresse cette volonté décide du moment où il va devoir perdre cet autre dont il se préoccupe tant. Vouloir décider de ce moment serait-ce faire le vœu de ne le perdre qu'une seule fois, et non le perdre à chaque bonjour, lorsque les signes lus sur le corps et dans les fluctuations de vigilance du proche rappellent sans détour ce qui est perdu, et non le perdre à chaque au revoir, lorsque derrière la porte que l'on referme vit celui ou celle que l'on ne reverra peut-être plus vivant. Le deuil anticipé est engagement dans la précipitation. La temporalité ne se supporte plus dans son étendue, dans sa visée conservatrice de l'existence, qui donne au vécu son caractère anachronique, le passé donnant du sens au présent et inversement le présent donnant du sens au passé. La précipitation pourrait être pensée comme la nécessité d'écarter de soi ce qui, en soi, est en train d'être attaqué, à savoir le lien, ou plus précisément là où je me sens exister grâce à l'autre. Autrement dit, la perception de la fragilisation de son proche est synonyme du délitement, du lien et de l'assurance de continuer à exister grâce à cet autre. La douleur du proche, liée à la perception des pertes successives vécues par le malade, s'entend dans la souffrance nommée par certains. Lorsque le vécu de solitude se fait trop bruyant, lorsque la perte se manifeste malgré la présence. Si certains trouvent dans l'accompagnement de leurs proches un sens qui leur permet de continuer à vivre avec cette souffrance, d'autres rencontrent la nécessité de mettre un terme à ce qui ne peut se supporter d'aucune signification valable à leurs yeux. Parfois, dans ces situations, pourrons-nous repérer des éléments traduisant l'impossibilité structurelle du groupe familial à trouver du sens à ce temps qui reste et
y repérons-nous une insistance conférant à la demande une fixité folle. La demande qui s'adresse auprès d'un autre reste une demande, donc un appel à l'autre et un accès possible à l'au-delà de l'objet demandé, ici la mort. La psychanalyse a mis en évidence que cet au-delà de l'objet demandé, c'est l'amour. De l'amour dans toute demande, même dans la demande de mort, mais quelle folie! De l'amour, oui, mais pas sans haine. Souvenons-nous du mythe de Narcisse, paradigme de l'amour impossible, sans altérité, mais pas sans haine. Reconnaissant dans l'être aimé son propre reflet, Narcisse implore une figure de l'altérité, la forêt, dans laquelle il a trouvé la source si claire qui réfléchit son image, pour demander à être séparé de ce qu'il aime en lui-même, afin de pouvoir saisir cet objet tant investi et qui n'est qu'une image. Écoutons-le. Donc là, je repris passage du mythe de Narcisse dans les Métamorphoses d'Ovide. Personne, ô forêt, dit-il, n'éprouva-t-il jamais plus cruellement l'amour? Tu n'es autre que moi-même, je l'ai compris. Je ne suis plus dupe de ma propre image. C'est pour moi que je brûle, et cette ardeur, je la convoque. Je la provoque à la fois et je la ressens. Que faire? Être sollicité ou solliciteur? Et que solliciter désormais? Ce que je désire, je le porte en moi-même. Mon dénuement est devenu ma richesse. Oh, si je pouvais me dissocier de mon propre corps, souhait insolite chez un amant, ce que j'aime, je voudrais en être séparé. N'obtenant aucune réponse autre que celle d'écho, Narcisse attaque ce corps qu'il cherche à attraper, le sien, puis se consume et meurt. La haine se déclenche lorsqu'il n'obtient pas de vraie réponse à son appel, qui est appel d'altérité. L'amour est dans son essence toujours narcissique, pour reprendre le mot de Lacan, auquel j'ajouterais « mais l'altérité en est la condition ». Lorsque le petit enfant joue devant le miroir, il va pouvoir s'identifier à une image unifiée de lui-même grâce à l'intervention d'un autre qui le nommera « oui, c'est toi ». Cette image à laquelle s'identifie le tout jeune enfant coordonnera ses autres investissements affectifs. Hors norme est l'amour vécu par Narcisse, car il est sans altérité. L'amour passionnel de Narcisse est la fascination du reflet, à savoir un agrippement par le regard. Seule et unique source de contact avec le reflet. La haine survient lorsqu'il est coupé de l'expérience de la fascination après s'être rendu compte que celui qui n'aime n'est autre que lui-même. Quand la dégradation corporelle du malade brise en éclats l'image qui était attendue de lui, l'objet d'amour devient inaccessible, puisque son propre reflet n'est plus visible dans l'image de l'autre. Un appel au tiers peut survenir à ce moment pour rendre cet autre consistant par sa disparition. L'espoir d'une limite dans la perte de soi-même à travers l'autre est recherché. Il y aurait donc de la haine et de l'amour dans une demande de faire disparaître l'autre dans le reflet duquel le moi est resté fasciné jusqu'à ce que le regard se perde. À travers la demande de s'en séparer peut exister la tentative de redonner à son proche une consistance symbolique qui est en train de s'évanouir. Là où il n'y a aucun point de repère symbolique pour se soutenir, aucun mot pour dire, aucune image réconfortante, surgit l'insupportable. C'est un vécu qui déborde les connaissances, mais à partir duquel un savoir peut tout de même se construire, même s'il n'y aura jamais de représentation possible de ce vécu. Folie? Oui, assurément. Elle porte un autre nom, un nom bien connu, celui de traumatisme. Un état traumatique pourrait-il faire le lit du deuil anticipé
et de la demande de mort pour son proche. Se tenir dans la proximité de celui ou de celle qui est atteint d'une affection, dont la nature semble porter en elle la menace de mort, ou dont le pronostic vital est engagé vous a été annoncé, peut être une expérience traumatisante selon le sens commun. L'idée de la mort, selon Edgar Morin, est l'idée traumatique par excellence dans le champ anthropologique. C'est l'émotion, le sentiment ou la conscience de la perte de son individualité. Sentiment qui est celui d'une rupture, d'un mal, d'un désastre, c'est-à-dire sentiment traumatique. Dans le champ cognitivo-comportemental, et selon les nosographies en vigueur, le traumatisme est lié au stress perçu. Le stress perçu représentant l'évaluation subjective que le sujet se fait d'une situation. Une autre notion est celle du contrôle perçu. Le contrôle perçu correspondant à notre propre capacité à contrôler la situation, c'est-à-dire l'évaluation des ressources personnelles et sociales qu'effectue l'individu pour faire face à une situation. Un état de stress post-traumatique survient à la suite d'un événement qui expose un individu à la mort réelle ou à la menace de mort, et ce, que l'individu éprouve directement l'événement traumatisant ou qu'il en soit le témoin direct ou indirect, en apprenant la survenue de l'événement à un proche, avec mort réelle ou menace de mort. Par extension, s'il est exposé de manière répétée ou extrême aux détails aversifs de l'événement. La clinique de l'état de stress post-traumatique est alors précisée sous la forme de critères exigibles, avec un syndrome de répétition post-traumatique, d'hypervigilance et d'hyperréactivité neurovégétative, mais aussi de conduite d'évitement, avec restriction des affects, détachement par rapport à autrui, perte d'intérêt, de croyances négatives ou d'attentes exagérées de soi-même et des autres, d'altération de la pensée et de l'humeur. Enfin, il est décrit un temps de latence de plus d'1 mois entre l'événement traumatique et l'apparition de l'état de stress post-traumatique. Un état de stress aigu pouvant aussi occuper cette latence. Une durée de plus d'1 mois est par ailleurs requise pour cette qualification, ainsi qu'un retentissement de la perturbation entraînant une souffrance cliniquement significative ou une incapacité importante dans les dimensions sociales, professionnelles ou toute autre dimension importante du fonctionnement. Dans ce champ de réflexion, bien qu'il soit possible d'identifier certains éléments pouvant correspondre à notre hypothèse, nous nous trouvons limités pour affirmer que la demande d'aide active à mourir pour son proche correspond à la manifestation d'un état de stress post-traumatique. Dans le champ de la psychanalyse, la clinique de l'effroi, en référence à François Le Bigot, s'appuie sur l'énoncé que le traumatisme résulte de la rencontre avec le réel de la mort, interrompant le flux de la parole et de la pensée, parole consciente et inconsciente. Il s'agit alors d'un, je cite, « bloc de réel qui n'a pas la possibilité de se transformer en souvenir par des liaisons avec d'autres représentations. Il n'est donc pas la question de contrôle perçu ou de stress perçu. » Mais au-delà de l'opposition des courants de pensée, il est important de souligner que toute situation stressante ne fera pas traumatisme. Des individus confrontés à un événement stressant pourront réagir par un stress adapté, sans notion de traumatisme. D'autres réagiront par un stress dépassé, vivant l'événement sur un mode traumatique. En outre, un stress dépassé pourra se résoudre sans suite psychotraumatique, alors qu'un stress adapté pourra cacher un vécu traumatique. Nous faisons l'hypothèse que la demande de mort pour son proche est une protection contre le traumatisme. Dans son appel à l'autre, le demandeur articule amour et haine dans la recherche d'une aide pour conserver en soi symboliquement le proche intimement connu
et se défaire de ce que ce proche devient avec sa maladie, quand l'étrangeté infiltre la perception du corps malade, quand advient le temps de la fascination. La demande est folle, hors norme, car il s'agit ici de demander d'être séparé réellement pour retrouver symboliquement. Pour le dire autrement, la séparation réelle est attendue comme libération d'un voile mis devant les yeux dans l'espoir d'une récupération de ce qui, jusqu'à l'arrivée de la maladie, furent les représentations de l'intimité d'une relation. Que devient le corps de l'épouse ou de l'époux aimé, le corps du parent respecté, le corps de l'enfant choyé? Et que devient son être quand sa parole s'éteint? Cette demande est un acte. C'est un acte de défense contre le trauma vécu, effet de la rencontre avec le réel qui désigne l'insupportable, un éprouvé qui ne peut ni se dire, ni prendre forme dans une image. L'angoisse est déjà une défense face au réel, lequel dévoile l'existence d'une expérience de détresse infantile sans représentation ni recours possible à l'autre. Freud a nommé cette expérience de détresse Hilflosigkeit, qui pourrait être traduite par l'impossible demande d'aide. Une demande posée comme un acte. C'est une demande qui cherche un recours auprès de l'autre. Il s'agit donc pour cet autre d'accuser réception de l'appel présent dans la demande, car cette demande adressée est un acte posé en réponse à l'angoisse, signe d'une rencontre avec le réel et une détresse primordiale, sans recours possible. Dans son séminaire sur l'angoisse, Lacan met au travail la notion d'acte comme réponse aux différentes expressions du vécu d'angoisse, du plus modéré au plus intense. De l'inhibition au passage à l'acte, l'acte se retient ou se pose. Sur scène ou hors de la scène relationnelle. Ce que Lacan élabore après Freud sur l'acte en psychanalyse peut nous enseigner sur la clinique de la demande dans le champ des soins palliatifs. Dans le cadre d'une psychanalyse, il existe un agir particulier que Lacan a nommé « acting out ». L'acting out nous intéresse car il est l'inverse du passage à l'acte. Le Niederlassen kommen en allemand, qui se traduit par « se laisser tomber » ou « accoucher », qui décrit plutôt une sortie de scène, pourrait-on dire, une éviction de la relation à l'autre. Dans l'acting out, par contre, le sujet monte sur la scène dans un mouvement d'évitement de l'angoisse et indique ce qui est pour lui le plus précieux. Entendre la demande comme acte et non comme réel choix réfléchi, cela permet de prendre en compte la dimension non encore advenue, mais à venir de cet acte qui fait interprétation. Dans le champ des soins palliatifs, demander la mort de son proche serait un comportement proche de l'acting out, dans le sens où le discours prend en compte la possibilité de perdre ce qui est le plus précieux, l'être dont justement la mort est demandée. En revanche, répondre à la demande, c'est reporter le moment de la reconnaissance de ce qui est mis en jeu dans l'acte. Aussi serait-il utile, selon moi, d'inventer un terme pour désigner ce type d'acte dans le champ spécifique des soins palliatifs. La demande d'aide active à mourir émanant des proches va mettre à l'épreuve les soignants. Le sentiment de liberté qui fonde notre pouvoir de décision et d'action, et donc l'estime de soi, va être bousculé. Le médecin va devoir interroger ses propres valeurs et représentations face à cette demande singulière, en repérant les échos qu'elle peut avoir en lui. La confusion règne très souvent dans ces situations, mobilisant différentes émotions nommées par Pierre Lecoz dans son petit traité de la décision médicale comme étant l'angoisse, le respect, la compassion et la crainte. Le soignant n'est pas exempt de la fascination qu'exercent sur lui ces événements. Dans ces circonstances,
l'evidence-based medicine n'est d'aucun recours. C'est donc un exercice difficile et périlleux qui engage que d'entendre pour ce qu'elle est cette demande, sans y répondre par l'attendu. Il est nécessaire d'identifier les émotions à l'œuvre et les partager en équipe. L'angoisse générée par les événements doit être le moteur d'une révision des émotions en jeu. Elle recèle alors, comme le dit Lecoz, une vertu éthique lorsqu'elle arrache le praticien à la certitude subjective de détenir la bonne solution. Et pour ne pas conclure, nous pourrions citer Thierry Marmé, qui nous propose « Accepter de faire face plutôt que de faire quelque chose va être essentiel pour tenter de proposer un accompagnement, se dégageant du jugement et visant à un rééquilibre des éléments en présence, les désirs de chacun, la réconciliation avec la loi, la séparation de l'autre. » Le pavillon d'or est toujours debout en 2019.